Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir un clan, alors déconnecté des réseaux, on va se reconnecter au réel. En 2023, des chercheurs ont montré dans une vaste méta-analyse portant sur plus de 300 000 personnes qu'un humain souffrant d'isolement social présentait un risque de mortalité prématurée augmenté d'environ 30%. Pour vous donner une idée, cet impact est considéré comme comparable à certains facteurs de risque bien connus comme la sédentarité, l'obésité ou le fait de fumer. Autrement dit, manquer durablement de relations sociales n'est pas seulement triste ou désagréable, c'est aussi un problème biologique et sanitaire réel. Et si on y réfléchit, c'est pas si étonnant que ça. Nous autres Homo sapiens, nous sommes des animaux sociaux. Nous étions déjà organisés en groupes sociaux avant même l'apparition des premiers représentants du genre Homo, et même avant les australopithèques. La vie sociale chez nos ancêtres mammifères remonte probablement à plusieurs dizaines de millions d'années. Certaines traces fossiles suggèrent même des comportements familiaux ou de groupe il y a environ 75 millions d'années. Si vous vous souvenez du calendrier évolutif de l'épisode 0, où nous avions transposé 4,2 millions d'années d'évolution sur une année civile, eh bien imaginez que la vie en société, chez certains de nos ancêtres mammifères, serait apparue près de 17 années avant le début de cette année fictive. C'est dire si ça date pas d'hier. Et non seulement cette vie en société remonte à très loin, mais en plus, au fil du temps, elle s'est développée, renforcée, et complexifié. Mais alors, pourquoi sommes-nous des animaux sociaux ? Il existe pourtant plein d'espèces qui vivent seules et qui s'en sortent très bien, comme les ours, les léopards ou encore les rhinocéros, qui passent une grande partie de leur vie en solitaire. Chez un ours brun adulte, par exemple, il n'est pas rare qu'un individu vive des semaines entières sans croiser un seul autre ours. Et il ne s'en porte pas plus mal pour autant. Imaginez maintenant un humain seul, sans groupe, sans outils modernes, sans feu, sans transmission culturelle, ses chances de survie chuteraient brutalement. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ne vit-on pas solo comme les ours ? Eh bien d'abord, vivre en groupe possède un avantage indéniable, ça augmente les chances de survie. Grâce à la coopération d'un groupe, on est plus efficace à la chasse, on peut organiser la protection de chacun en opposant un front commun face à un prédateur, et on peut aussi transmettre plus de savoir cumulé que le simple enseignement prodigué par une mère à ses petits. D'ailleurs, certains anthropologues pensent que l'être humain est devenu l'espèce dominante moins grâce à sa force physique que grâce à sa capacité exceptionnelle à coopérer en grands groupes flexibles. Et puis, nous sommes des singes fragiles. Nous n'avons ni griffes impressionnantes, ni crocs comparables à ceux des grands prédateurs, ni fourrure protectrice, ni vitesse exceptionnelle. Un chimpanzé est plus fort qu'un humain à poids égal. Un léopard court plus vite, un ours encaisse mieux le froid. Seuls, livrés à nous-mêmes dans la nature, nous ne survivons pas longtemps. Et plus on est jeune et inexpérimenté, plus les chances de survie baissent rapidement. Un bébé humain est d'ailleurs l'un des mammifères les plus dépendants du règne animal. Il lui faut des années avant de devenir relativement autonome. Cette dépendance extrêmement longue a probablement renforcé encore davantage l'importance du groupe et de la coopération chez notre espèce. Autre élément qui offre de meilleures chances de survie, la division des rôles. Dans un groupe qui coopère, il y a toujours certains membres qui sont meilleurs à la cueillette, d'autres à viser avec une lance, d'autres encore à lire les traces au sol pour pister un animal. Il y en a qui sont doués pour conter les histoires et transmettre les savoirs, et d'autres qui sont patients et doux pour s'occuper des enfants. Il y en a qui ont une autorité naturelle pour guider les autres, et d'autres qui savent très bien allumer un feu ou cuisiner.
Chez certains peuples chasseurs-cueilleurs contemporains, on observe même que certaines personnes deviennent de véritables bibliothèques vivantes. Elles mémorisent les plantes médicinales, les migrations animales, les points d'eau, les dangers saisonniers ou encore les liens de parenté complexes entre les membres du groupe. D'ailleurs, un proverbe africain, popularisé par l'écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté Bâ, dit en substance « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Bref, avec la division des rôles, chacun apporte sa contribution au clan. C'est tellement ancré en nous ce besoin d'appartenir au groupe et d'y avoir sa place que lorsqu'on en est privé, on risque des crises, des dépressions, voire, dans les cas les plus extrêmes, l'envie d'en finir avec la vie. D'ailleurs, l'exclusion sociale a longtemps été une condamnation extrêmement grave dans l'histoire humaine. Être banni d'un groupe au Paléolithique, c'était pas seulement perdre ses amis, c'était souvent perdre la protection, la nourriture, ses outils, ses partenaires et parfois ses chances de survie. De plus, une intelligence collective est souvent supérieure à une intelligence individuelle. Mieux, une intelligence collective est parfois plus intelligente que la somme des intelligences individuelles qui la composent. Si vous avez déjà participé à une séance collective de brainstorming, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Une personne propose une idée moyenne, une autre la modifie, une troisième rebondit dessus et soudain apparaît une solution qu'aucun individu n'aurait probablement trouvée seul. Et enfin, sur ces millions d'années d'évolution, rappelons aussi que la sélection naturelle a fait son œuvre. Les individus présentant les meilleures capacités à coopérer ont très souvent été avantagés par rapport à ceux qui vivaient difficilement en groupe. Nous sommes donc les descendants de milliers de générations d'êtres humains et préhumains dotés de fortes capacités sociales. D'ailleurs, cette capacité à vivre en société et à gérer des relations sociales de plus en plus complexes a même eu un effet sur la taille et la structure interne de notre cerveau. Si nous avons aujourd'hui un néocortex si développé, c'est en partie pour pouvoir gérer des relations sociales complexes. Le cerveau humain représente environ 2% du poids du corps, mais il consomme à lui seul près de 20% de notre énergie quotidienne. Et une partie importante de cette énergie sert justement à analyser les intentions, les émotions, les hiérarchies, les alliances et les comportements des autres humains. D'ailleurs, selon les travaux de l'anthropologue Robin Dunbar et sa théorie du cerveau social, plus le groupe social d'un individu est grand, plus son cerveau doit être performant pour gérer ses interactions. Et lorsqu'on observe les sociétés de chasseurs-cueilleurs, qu'elles soient contemporaines ou paléolithiques, on retrouve partout cette importance du groupe. Chez beaucoup de chasseurs-cueilleurs contemporains, par exemple, la viande rapportée par un chasseur est très souvent partagée avec le reste du groupe. La chasse n'est donc pas seulement un acte individuel, elle bénéficie au clan tout entier. Chez les Hadza de Tanzanie, par exemple, un chasseur qui abat un gros animal ne garde généralement pas la majorité de la viande pour lui-même. Elle est redistribuée au groupe. C'est exactement comme si, chaque mois, vous partagiez votre salaire avec votre famille et vos amis les plus proches. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif pour nous aujourd'hui, mais dans un environnement imprévisible, partager augmente les chances que les autres partagent avec vous lorsque vous rentrerez bredouille. On sait également que certains individus lourdement blessés ou handicapés ont survécu longtemps à la préhistoire. Le cas le plus célèbre, je pense que c'est celui de Shanidar I. Shanidar I est un fossile de néandertalien d'environ 40 à 50 000 ans, découvert en 1957 dans la grotte de Shanidar, dans le Kurdistan irakien. Surnommé Nandi, cet homme d'une quarantaine d'années a survécu à de multiples blessures graves, bras atrophiés, blessures à la tête, probable surdité, ce qui suggérait une solidarité sociale et une compassion au sein de son groupe. Pour l'anecdote, c'est lui qui a inspiré le personnage de Kreb dans le roman Le clan de l'ours des cavernes de Jean M. Howell, le tome 1 de la saga des Enfants de la Terre. Je vous mets la ref en description si ça vous intéresse. Cela signifie une chose très importante, malgré ses handicaps, le groupe prenait soin de lui. C'est grâce au groupe qu'il a pu vivre si vieux.
Et bien sûr, vivre en groupe implique aussi des règles sociales. Chez plusieurs peuples chasseurs-cueilleurs, les comportements jugés nuisibles au groupe peuvent être sanctionnés par des moqueries, des critiques collectives, voire une exclusion temporaire. Chez les Inuits, par exemple, certaines tensions étaient parfois désamorcées par des duels de chants. Les duels de chants inuits, ou ivinek, sont une tradition ancestrale de résolution de conflits non violente, où les adversaires se provoquent verbalement et gestuellement au son d'un tambour qu'on appelle le kilat. Ces affrontements satiriques visaient à ridiculiser l'autre et permettaient de régler les différends communautaires. Le vainqueur était celui qui était capable de garder son calme ou de convaincre le public. En résumé, le clan protège, mais il régule aussi. Concernant la taille des groupes, les estimations varient, mais beaucoup de chercheurs pensent qu'un groupe humain quotidien comptait souvent entre 20 et 50 individus, avec un réseau social élargi pouvant atteindre environ 100 à 150 relations stables. Ce qui est fascinant, c'est que ces comportements sociaux ne sont pas seulement culturels, ils sont aussi soutenus par notre biologie. Car, pour que la vie en groupe fonctionne, il ne suffit pas de comprendre intellectuellement qu'on a besoin des autres, il faut aussi en avoir envie. Au fil de l'évolution, les individus qui ressentaient du plaisir à coopérer, à créer du lien, à protéger leurs proches ou à faire confiance avaient davantage de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Parmi les mécanismes biologiques impliqués dans ce processus, on retrouve notamment l'ocytocine, parfois surnommée l'hormone de l'attachement. Cette molécule joue un rôle important dans les liens sociaux, la confiance, l'attachement et la coopération. Elle est notamment libérée lors des interactions sociales positives comme un contact physique, un regard appuyé, de la proximité, une synchronisation avec les autres. Autrement dit, le lien social est biologiquement récompensé. Et quand on regarde le mode de vie des chasseurs-cueilleurs, on réalise que ce mode de vie activait probablement ces mécanismes en permanence. Proximité physique constante, interaction répétée avec les mêmes individus, partage des ressources, entraide quotidienne. Pendant des centaines de milliers d'années, notre environnement social était parfaitement aligné avec notre biologie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre environnement a changé beaucoup plus vite que notre cerveau. Nous sommes exposés chaque jour à des centaines, parfois des milliers de personnes. Réseaux sociaux, travail, ville, transport, notifications. Un humain vivant dans une grande ville moderne peut voir plus de visages en une seule journée qu'un chasseur-cueilleur paléolithique n'en croisait probablement en toute une vie. Je précise que cette info n'est pas une donnée scientifique, mais une extrapolation statistique. Et ça paraît fou dit comme ça, mais attendez. Je vous donne un exemple. Lorsque je vivais à Paris, certaines de mes journées étaient probablement totalement hors échelle par rapport à ce que notre cerveau a connu pendant l'immense majorité de son histoire évolutive. Entre la rue, le métro, les open space, les bars, les restos et les concerts le soir, je pouvais facilement être exposé à près de 4000 visages humains différents en une seule journée. 4000. À titre de comparaison, un groupe de chasseurs-cueilleurs comptait probablement entre 20 et 50 individus au quotidien. Pour croiser autant de personnes, un homme de Cro-Magnon aurait dû rencontrer à la louche entre 65 et 160 autres tribus. Sauf qu'il y a 40 000 ans, la population totale d'Homo sapiens sur Terre était probablement comprise entre 1 et 2 millions d'individus seulement. La densité humaine était donc extrêmement faible comparée à aujourd'hui. Parce que, imaginez, je vais voir Metallica au Stade de France. On est le 12 mai 2012, stade plein, Gojira en première partie, concert sold out en 48 heures et 75 000 fans de métal répartis dans la fosse et dans les gradins. En une soirée de 2012, il y avait au Stade de France l'équivalent d'environ 3 à 7% de toute l'humanité si l'on transpose ce chiffre à la population mondiale estimée d'il y a 40 000 ans. Entre 3 et 7% de l'humanité dans un seul stade. Bon, mais on est d'accord que c'est pour illustrer mon propos, et aussi que j'ai pas eu d'échange avec ces 75 000 personnes quand même. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, notre cerveau doit donc traiter une quantité d'interactions bien supérieure à celle pour laquelle il a évolué. Et paradoxalement,
Malgré cette hyperconnexion permanente, beaucoup de gens souffrent d'un immense sentiment de solitude. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de l'exclusion. Ces souffrances sociales sont profondément humaines, car notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre une menace physique et une menace sociale. Certaines études montrent même que l'exclusion sociale active des zones cérébrales proches de celles impliquées dans la douleur physique. Et puis, une question mérite d'être posée. Sommes-nous vraiment faits pour avoir autant d'amis ? Le fameux nombre de Dunbar estime qu'un être humain peut maintenir environ 150 relations sociales stables. Mais les relations réellement proches sont bien moins nombreuses. En moyenne, nous avons souvent seulement 3 à 5 personnes très proches dans notre vie. Et pourtant, certains utilisateurs des réseaux sociaux accumulent des milliers d'amis, de followers ou de contacts. Notre cerveau, lui, ne semble pas avoir réellement changé. Il ne s'est pas adapté à cette brusque augmentation. Le problème moderne n'est donc pas forcément le manque de relations, c'est leur dilution. Et c'est là qu'entre en jeu un concept très important, le clan. Dans la philosophie néo-chasseur-cueilleur, j'utilise une distinction importante entre le clan et le cercle. Le clan, c'est le petit groupe de personnes fiables sur lesquelles on peut réellement compter et qui peuvent compter sur nous en retour. Des personnes avec qui l'on partage des valeurs, une vision du monde, un sens de l'humour, une véritable réciprocité. Le clan, dans sa version moderne, sa version néo-chasseur-cueilleur, ce n'est donc pas forcément et uniquement les membres de votre famille. Le cercle, lui, est plus large. Il comprend les collègues, les voisins, les connaissances, les membres d'un club, une audience sur Internet, ou même parfois une partie de la famille élargie. C'est pour ça, par exemple, que je parle du cercle du feu de camp pour ce podcast et non de clan. Tout le monde possède des cercles, mais peu de gens possèdent un véritable clan. Alors comment mieux vivre cette dimension sociale profondément humaine ? Eh bien voici 3 conseils. Premier conseil, peut-être le plus évident, mais aussi l'un des plus négligés, entretenez activement vos relations. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent que le lien tienne tout seul. Mais au Paléolithique, les liens étaient nourris en permanence par des activités communes, des discussions, des repas partagés, des déplacements collectifs ou des moments autour du feu. Un lien social non entretenu finit presque toujours par s'éteindre. On a tous des vies, des trucs à gérer, un quotidien et des problématiques différentes. Et comme on ne vit pas tous au même endroit, se voir ne va pas de soi. Il faut faire l'effort de se voir ou de s'appeler. D'ailleurs, nos vies sont tellement remplies que, bien souvent, si on veut s'appeler, on prend même rendez-vous avec l'autre pour ça. T'es dispo pour qu'on s'appelle vendredi ? Ouais, ok, mais avant 16h alors parce qu'après, j'entre dans le tunnel, enfants, bagages, départ en week-end. Ok, à vendredi alors. Deuxième conseil, peut-être le plus inattendu, réduisez volontairement le nombre de relations que vous essayez d'entretenir. Nous ne sommes pas faits pour être profondément connectés à des centaines de personnes en même temps. À vouloir être proche de tout le monde, on finit parfois par n'être réellement proche de personne. Alors, éliminez les relations dans lesquelles vous n'êtes pas épanoui. Vous savez, c'est ces relations à sens unique, ou celles qui drainent votre temps et votre énergie pour rien. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de satisfaire tout le monde. Luttez contre la peur ancestrale de l'abandon et du rejet du groupe. Privilégiez la qualité et non la quantité. Et enfin, troisième conseil, créez du lien par l'action et pas uniquement par la discussion. Discuter, c'est super. S'envoyer des messages, se raconter nos vies, partager nos joies, nos peines et nos angoisses. C'est super et c'est même vital. Mais c'est insuffisant. Faire du sport ensemble, marcher, bricoler, cuisiner, explorer, voyager, pêcher, camper. Les relations profondes se construisent souvent davantage dans l'expérience partagée que dans les conversations abstraites. Pendant des centaines de milliers d'années, les humains ont créé du lien en faisant des choses ensemble, pas seulement en parlant. Un clan, ça se nourrit, ça se choisit et ça se construit. Car au fond, l'être humain n'est ni fait pour être seul, ni pour être connecté superficiellement à tout le monde. Il est fait pour appartenir à un petit groupe stable, fiable et soudé. Se sentir épanoui, c'est souvent se sentir entouré, soutenu, utile et reconnu au sein d'un groupe humain. En conclusion, retrouver un clan, ce n'est pas un luxe moderne, c'est revenir à un besoin fondamental de notre espèce. Alors, pour vous y sentir épanoui, prenez soin de votre clan.
Dans de futurs épisodes, on abordera d'autres sujets en lien avec le clan. Il y aura un épisode intitulé « Du feu de camp à la table du dîner ». Pourquoi les humains aiment-ils autant se retrouver autour d'un repas ? Que représentaient les veillées autour du feu de camp chez les chasseurs-cueilleurs ? Et pourquoi un simple dîner entre amis peut-il encore aujourd'hui nous faire autant de bien ? Dans cet épisode, nous verrons comment les repas et les moments partagés renforcent les liens sociaux depuis des centaines de milliers d'années. Dans un autre épisode, on se demandera pourquoi les humains ont besoin de rituels collectifs. Chants, danses, fêtes, cérémonies, concerts, matchs de foot, festivals, mariages, enterrements. Pourquoi les humains ressentent-ils ce besoin étrange de vibrer ensemble ? Dans ce futur épisode, nous verrons comment les rituels collectifs ont permis de renforcer la cohésion des groupes humains depuis la préhistoire et pourquoi ils continuent d'occuper une place immense dans nos sociétés modernes. Et enfin, dans un troisième épisode, on tentera de répondre à la question « L'amitié homme-femme existe-t-elle vraiment ?» Peut-on réellement être amis sans ambiguïté entre hommes et femmes ? Cette question est-elle culturelle ou profondément liée à notre histoire évolutive ? Dans cet épisode, nous explorerons les mécanismes sociaux, biologiques et culturels qui influencent les relations d'amitié entre hommes et femmes dans le monde moderne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes abonné ? Si oui, merci et bravo, et sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme ça, vous êtes sûr de ne manquer aucun des prochains épisodes. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou un petit pouce en l'air sur YouTube. Certains d'entre vous l'ont déjà fait, alors merci à eux. Ça prend seulement quelques secondes, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et ça fait aussi et surtout super plaisir de voir que ce que je vous propose vous plaît. D'ailleurs, vous pouvez aussi partager cet épisode aux membres de votre clan, ou même de votre cercle. Si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser un commentaire pour partager votre expérience, poser vos questions ou prolonger la discussion. Je suis toujours curieux de vous lire. Le podcast Néo Chasseur-Cueilleur est disponible tous les mercredis soirs sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Podcast, et tous les vendredis sur YouTube. Cher Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans 7 jours après le coucher du soleil pour une nouvelle discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.